a... Oh, parfait. Donc, avec nous aujourd'hui, on a d'abord Dr. Anne-Sara Briand, qui est résidente en santé publique et vice-présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Donc, merci Anne-Sara d'être avec nous. On a Kim Marino, qui est biologiste et présidente de Biodiversité Conseil. Et toi, Gérard, qui est avocat spécialiste en droit municipal, droit de l'environnement et en litige. Donc, on les remercie encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Juste avant de les laisser se présenter, je voulais, pour ceux qui la connaissent un peu moins, juste pour très, très brièvement rappeler ce en quoi consiste la Coalition Climat Montréal. Donc, la coalition a été fondée en 2015, puis vraiment la mission, c'est d'informer, de mettre en réseau les citoyens, les décideurs politiques, puis tous les acteurs de la transition écologique, en ce qui a trait particulièrement au territoire montréalais, mais des fois de manière plus globale encore. Et dans le but d'atteindre la carboneutralité pour le 400e anniversaire de la ville en 2042. Donc, ça passe par tentative d'influencer justement les décideurs politiques, les dirigeants d'organisations, les institutions et aussi d'encourager les citoyens à y participer puis à prendre des initiatives concrètes et on l'espère audacieuses pour que la ville de Montréal devienne carboneutre en 2042. Donc, le déroulement de la table ronde ce midi, on va garder le plus de temps possible pour que justement les intervenants puissent s'exprimer, puis une période de questions à la fin. Donc, on va commencer par un petit tour de table rapide pour que chacun des trois intervenants puisse se présenter. Ensuite, encore une fois, à tour de rôle, ils vont pouvoir nous exprimer les constats, les enjeux relatifs à la santé et la biodiversité dans leur domaine respectif. Puis, on va se tourner un peu vers l'avenir, donc on va vouloir s'intéresser à discuter des propositions fortes qui pourraient faire une différence éventuellement, puis justement permettre de favoriser la préservation, le développement de la santé et de la biodiversité en territoire montréalais et ou à l'échelle du Québec. Donc, je propose, je vais y aller en ordre alphabétique. Donc, Anne-Sara, je te laisserai commencer à te présenter rapidement. Et oui, avec plaisir. Donc, Dr. Anne-Sara Briand, je suis, comme Carl vient de le dire, médecin résident en santé publique et membre de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Puis juste rapidement, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette organisation-là, c'est une organisation qui existe depuis environ 30 ans, là, qui regroupe des médecins qui veulent vulgariser c'est quoi les liens entre l'environnement et la santé. Donc, il y a plusieurs dossiers qui sont menés de front par rapport au changement climatique, la pollution de l'air, les pesticides, les villes durables, etc. Puis, c'est un peu dans cette optique-là que je suis là aujourd'hui, de voir comment je peux faire du pouce sur ce que mes collègues apportent comme information pour montrer qu'il y a tout le temps un lien finalement avec la santé. Puis comme la santé, c'est une valeur qui est largement partagée. Vous-même, c'est peut-être que vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez un intérêt envers ces enjeux-là. Donc, c'est possible que vous sachiez beaucoup de choses, mais comment vulgariser ça à nos collègues, à nos proches, aux politiciens, aux élus pour amener finalement de l'action politique? Ça va être un peu ça. Donc, quand on va faire les constats, puis je vais essayer d'amener la spécificité aussi de santé publique dans les leviers, puis ce qu'on peut faire. Il y a des leviers en santé publique qui sont sous-utilisés ou qui pourraient être plus utilisés. Donc, on va aller vers ça de mon côté aujourd'hui. Merci Anne-Sara. Jean-François? Oui, Jean-François Girard, avocat et biologiste. Je prends la peine de le préciser. Je travaille essentiellement avec des municipalités et travaille en environnement pour les municipalités. Et beaucoup, un des sujets hot actuellement auprès des municipalités, c'est toute la protection des milieux naturels, le maintien de la biodiversité, avec des décisions malheureuses de nos tribunaux récemment. Donc, on pourra en discuter. Je veux souligner, vu le sujet du jour, j'ai déjà participé à l'élaboration d'un programme auprès de l'Université de Montréal qui appelait Éco-santé, où le principe, c'était une meilleure santé des écosystèmes est garante d'une meilleure santé des populations humaines, évidemment. Et j'ai toujours été très, très partisan de ce principe-là. Donc, je trouve que votre table ronde aujourd'hui vise dans le mille à cet égard-là. Puis ça me fait plaisir d'y participer.
Merci Jean-François. Donc, Kim? Oui, bonjour à tous et toutes. Mon nom est Kim Marino, je suis biologiste depuis plus de 30 ans. J'enseigne à l'Université de Sherbrooke depuis une douzaine d'années en environnement et puis j'ai mon entreprise, comme Carl l'a mentionné, qui s'appelle Biodiversité Conseil. J'ai aussi fondé Éco-Corridor Laurentien il y a 10 ans cette année, 10 ans pile cette année, et je suis membre de d'autres conseils d'administration également, et notamment Marathon collaboratif, qu'on pourra parler dans une autre séance une autre fois. Mais oui, les enjeux qui concernent la biodiversité, le lien avec la santé, c'est vraiment un levier important là, pour les décideurs notamment. Donc, moi, j'utilise beaucoup là, ces liens-là, puis je suis contente de voir qu'il y a des médecins qui le font aussi parce que c'est vraiment central pour essayer de faire comprendre cette importance-là et avec tout ce qui se passe au niveau du développement des villes. Effectivement, on est à la croisée des chemins, donc il va falloir prendre des décisions très difficiles dans les prochains mois, prochaines années, parce qu'il ne nous reste plus grand-chose de naturel et les milieux naturels sont vraiment au cœur de notre santé et de notre bien-être et ils sont absolument essentiels, en fait. Voilà. Merci, Kim. Merci à vous trois pour cette introduction. Donc, là, je vais vous laisser approfondir un petit peu plus justement sur ce que vous avez déjà mentionné. Dans le même ordre, encore une fois, là, pour aider tout le monde ici aujourd'hui à mieux comprendre c'est quoi les constats que vous avez ou les enjeux spécifiques auxquels vous êtes confrontés, encore une fois, intersection santé-biodiversité là, dans vos domaines respectifs. Donc, on peut vous laisser aller en premier, Anne-Sara. Ben oui, aller en premier, ça me donne le lousse d'aller dans la direction que je veux. Puis je pense que je peux mettre la table dans comment aborder tout enjeu d'environnement quand on veut faire le lien avec la santé, puis pourquoi le faire. Puis quelque chose qui revient souvent, c'est le fait qu'on va opposer l'économie et l'environnement comme si, on sait, je pense qu'ici, on prêche en convaincu, on sait que c'est arriéré, puis que finalement, on est en faisant fi des impacts environnementaux, bien, le retour du balancier, il revient vite, puis il revient fort. Mais comment l'expliquer à des élus ou à nos proches? Je pense que c'est intéressant d'utiliser le concept des déterminants sociaux et écologiques de la santé parce que même en santé, pendant longtemps, on a focusé sur le curatif. On oubliait l'environnement, puis on peut dire qu'au Québec, encore aujourd'hui, on a deux priorités, c'est l'économie puis la maladie. Beaucoup d'argent vont vers les hôpitaux, mais pour avoir favorisé la santé, il faut parler d'environnement favorable à la santé. Puis pourquoi? Je pense que quelque chose qui va pouvoir setter la conversation, c'est de dire, en santé publique, on utilise un modèle de cercle qui s'emboîte, puis on part de l'individu qui a sa génétique, ses habitudes de vie, qui lui vit dans un milieu. Puis son milieu, ça soit le logement, les pistes cyclables, le tissu social, ça l'influence sa santé. Et ce milieu-là, il est construit par les systèmes qu'on met en place. On peut penser au système de santé, au système d'éducation, tous les systèmes. Puis ces systèmes-là sont influencés plus largement par le contexte global, donc notre système économique qui est à repenser, le colonialisme. Si on peut penser à l'histoire finalement humaine, qui elle se bâtit sur l'environnement, qui est le facteur qu'on va considérer comme le facteur le plus distant à la santé. Puis en santé publique, on sait que plus on agit de manière distale, plus on influence la santé d'individus. Donc, la santé environnementale, c'est d'office un des grands champs d'expertise de la santé publique parce qu'on veut améliorer la santé de tous et de toutes dans une perspective de diminution des inégalités en santé parce que les facteurs, surtout au niveau de l'environnement, les facteurs positifs ou négatifs sont dispersés de manière inégale. Fait que ça, c'est une chose à dire. Puis là, je vois que je suis déjà peut-être à la moitié de mon temps. Donc, c'est pour mettre la table, pour dire c'est une évidence dans ce contexte-là que les changements climatiques se hissent comme une priorité de santé publique. Parce que là, on parle de facteurs environnementaux à une échelle jamais vue, mondiale. Puis là, je m'adresse aux gens de la coalition qui sont intéressés par la coalition Climat Montréal, puis ce qu'il faut comprendre, puis
j'imagine qu'on le sait, c'est que les effets des changements climatiques, ils vont être, chaque centième de degré évité va être des années de santé, des années de qualité de vie. On peut le tourner comme une opportunité, puis qu'à Montréal, ces impacts-là, ils se font déjà ressentir. Je ne vais pas aller à travers tous les impacts santé des changements climatiques à Montréal, parce que ça pourrait revenir dans les questions si ça vous intéresse. Ça serait un peu long, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus connu ou acquis, ou du moins, je pourrais vous envoyer vers différentes pistes. Aujourd'hui, je pense que la nouveauté, c'est que la COP 15 s'en vient sur la biodiversité, puis le lien entre la santé et la biodiversité est peut-être moins discuté dans la sphère publique, alors que c'est des mécanismes similaires qui sont à penser. Là. C'est notre modèle économique, c'est notre façon d'utiliser l'environnement. Et il y a des causes communes au changement climatique et à la perte de la biodiversité. On peut penser à l'acidification des océans. Je ne m'embarque pas là-dedans. Ma collègue biologiste est pas mal plus outillée pour le faire. Mais ce qu'il faut savoir en santé, c'est que la perte de biodiversité, ça veut dire de perdre nos environnements qui sous-tendent la santé, donc tout ce qui est services écosystémiques qui viennent sous-tendre la santé, comme je l'ai dit, mais plus spécifiquement, puis qu'on peut donner comme exemple, c'est ça met à risque la production alimentaire. Donc, ici, au Québec aussi, c'est pas parce que la perte de biodiversité, c'est dans un contexte global, c'est des vases communicants, puis au final, on est affecté avec le prix des denrées, l'accès plus difficile aux personnes qui ont moins de moyens. Ça, c'est une chose. L'autre chose majeure, ce serait les maladies infectieuses. La COVID a beaucoup sensibilisé la population mondiale à l'arrivée de nouveaux pathogènes, puis comment on y réagit. Puis une grande biodiversité, c'est un peu se prémunir de la transmission de nouveaux pathogènes parce que ça vient diluer les autres ou les personnes, les organismes vivants qui peuvent être infectés. Donc, si on perd de la biodiversité, bien là, on augmente la concentration d'autres susceptibles qu'on appelle, puis c'est un enjeu pour des maladies actuelles comme la maladie de Lyme ou différentes, surtout des maladies transmises par vecteur, mais c'est aussi un enjeu pour des maladies émergentes qui comme on peut penser, qui nous est arrivé. Puis un des derniers points que je voulais apporter par rapport à ça, c'est la richesse moléculaire dans la biodiversité qui sert activement à tous les jours notre réseau de santé. Il y a entre 25 et 50% des médicaments de prescription en ce moment qui proviennent des plantes. Puis, je regardais les statistiques, il y a moins de 5% des espèces de plantes tropicales qui ont été évaluées pour leurs vertus médicinales. Donc, on est en train de perdre une richesse énorme rapidement, puis ça fait partie des enjeux de santé à réfléchir. Pour terminer rapidement sur les constats, c'est juste de dire que la dégradation environnementale, c'est des vases communicants. Ce qu'on consomme ici, ça a des impacts sur l'environnement ailleurs. Donc, c'est aussi une opportunité à réfléchir comme Québécois, Québécoises de ce qu'on peut faire qui aura un impact sur la santé non seulement ici, mais ailleurs. Je vais m'arrêter pour l'instant là-dessus comme constat en jeu. Merci beaucoup, Anne-Sara. C'est super éclairant, bien synthétisé. Je sais que c'est un champ qui est très complexe. Alors, merci pour cette super intervention. Si on va du côté justement plus axé sur les enjeux au niveau de la biologie, je laisserai Kim enchaîner. Oups, je pensais que c'était Jean-François. Là. On continue en bio parce que effectivement. Oui, c'est ça, je me suis dit, ça va faire ça va changer. une bonne ligne. Anne-Sara, elle a volé de mes punchs, mais j'aime ça parce que j'aime ça quand les gens comprennent ces liens-là. Puis effectivement, nous, les biologistes, on a un bout de l'histoire, mais on n'a jamais le bout jusqu'à la santé humaine nécessairement. Il y a beaucoup d'éléments à réfléchir justement en lien avec la santé et le bien-être, mais aussi qui dépend des territoires, puis des fois des micro-territoires. Donc, je pense à tout l'accès des citoyens à la nature. Donc, on est en train de perdre un peu en ce moment, comme Jean-François va nous en parler aussi, on est en train de perdre nos derniers milieux naturels auxquels on a accès sur l'île de Montréal, mais aussi à Laval et dans d'autres régions limitrophes à l'intérieur de la CMM. Donc, ces derniers
Ces dernières forêts, ces derniers milieux humides, il en reste moins de 5% du territoire. Puis effectivement, on veut quand même garder un peu d'agriculture. On ne veut pas nécessairement transformer les dernières terres agricoles en milieu naturel. Donc, cette réflexion-là, il y a de plus en plus de monde qui la voit parce que moi, je suis appelée à toutes les semaines par des citoyens qui m'appellent pour me dire comment protéger la nature derrière chez moi. Je me suis installée ici il y a 30 ans, puis il y a 30 ans, c'était une belle forêt. Mes enfants allaient jouer dans la forêt et là, la pépine est arrivée, puis là, on va perdre notre belle forêt. Et effectivement, bien, les derniers morceaux qui restent, ils sont prévus pour être construits. C'est 100% du territoire à peu près, sauf ce qui est déjà désigné en aire protégée, qui est à moins de 2% du territoire à l'intérieur de la CMM. Je n'ai pas les chiffres exacts. Et donc, il faut absolument se dire collectivement, est-ce que les services rendus par ces milieux-là, on veut les perdre? Est-ce qu'on ne voit pas nécessairement les conséquences dans notre vie de tous les jours parce qu'on pense qu'on va pouvoir aller à l'épicerie chercher notre nourriture et tout va être beau, on va pouvoir prendre notre voiture pour se rendre au travail, puis on n'a pas besoin de tous ces espaces verts-là. Alors que c'est le contraire. À chaque fois qu'on perd un espace vert, on perd les services qui sont rendus par ces endroits. Notamment, juste en épuration des eaux, à chaque fois qu'on n'a plus des milieux naturels pour épurer les eaux pluviales, tout ce qui arrive, qui tombe par les précipitations, bien, ça coûte plus cher à l'autre bout pour épurer ces eaux-là. Donc, on a des frais supplémentaires d'épuration des eaux directement qui doivent être prises dans nos taxes. Et ça, effectivement, les villes sont conscientes de ça, mais ne savent même plus comment faire pour réduire les quantités d'eau pluviale qui viennent à l'autre bout dans les usines. Et ils savent bien que c'est important de garder des espaces verts, mais quand c'est privé, ils ont de la difficulté à encadrer ces développements-là pour les limiter ou s'assurer qu'il y a assez d'endroits pour capter les eaux de surface. Ça, c'est un exemple parmi des dizaines, parce que des services environnementaux produits par les espaces verts, les milieux humides et forestiers, et même les milieux de type champêtre comme les prairies, évidemment, chaque type de milieu a son rôle à jouer dans les écosystèmes globaux de la grande région de Montréal et à chaque fois qu'on en perd un, bien, on perd tous les services qui sont rendus. Il y a des choses que des gens savent, que ce n'est pas la population qui sait. Je pense notamment en région de Deux-Montagnes avec le besoin de pollinisateurs indigènes pour les pommiers, par exemple. Donc ça prend absolument des espaces verts pour abriter ces petites bêtes-là. Donc, il y a plein d'éléments qu'on ne voit pas nécessairement de nos yeux vus à tous les jours, mais qui sont absolument importants et pour l'économie et pour la santé des humains. Là, moi, je ne check pas le temps. J'espère que quelqu'un va m'arrêter parce que quand je parle, ça peut être long. Je suis comme Jean-François un peu. Là, encore 3-4 minutes, c'est bon. Donc, moi, je voulais faire réfléchir aux gens comme quoi ils ont quand même entre leurs mains certains outils possibles, notamment aller dans les conseils municipaux. Un simple citoyen peut faire ça pour poser des questions pour les milieux qui sont à proximité de chez vous, qui sont à l'intérieur de votre municipalité. Vous avez le droit d'aller demander que va-t-il advenir de cette forêt ou de ce milieu humide qui est derrière chez nous ou à l'autre bout de la municipalité. Et on a le droit d'aller poser ces questions-là pour démontrer notre intérêt à faire de la protection. Parce que si ils disparaissent, bien, on va amplifier les effets des changements climatiques. À chaque fois qu'une forêt disparaît, c'est un outil pour diminuer les effets des îlots de chaleur qui disparaît et donc les températures à l'intérieur des bâtiments vont augmenter d'autant plus à chaque fois. Donc, on a vraiment beaucoup plus d'outils dans nos mains en tant que citoyens qu'on pense. Et oui, aller vers les conseils municipaux, mais ensuite, on peut s'organiser entre nous pour créer des organismes qui vont eux-mêmes essayer de lever des projets de conservation ou d'aménagement vers des lieux naturels d'intérêt que vous avez à proximité de chez vous. Donc, si chaque quartier et chaque municipalité a ses propres organismes de conservation locaux, hyper locaux, on pourrait dire, bien, on va pouvoir être on va créer des acteurs, finalement, des parties prenantes supplémentaires pour essayer de faire de la conservation un peu partout dans le territoire. Parce que ce n'est pas vrai que les grands organismes, que ce soit la SNAP ou Nature Québec, par exemple, peuvent intervenir partout dans le territoire pour créer
pression politique pour protéger tous les écosystèmes. Surtout en terre privée, c'est très difficile de le faire. Il y a plusieurs moyens, Jean-François va nous en parler, mais c'est absolument essentiel que les petits bouts de nature qui restent continuent, soient permanents dans le territoire et qu'on puisse assurer les services, et notamment santé physique et mentale, absolument nécessaires pour les citoyens. Fait que je vais laisser la parole à Jean-François. Merci beaucoup, Kim. Donc, oui, on va enchaîner avec Jean-François pour nous éclairer aussi sur l'aspect réglementaire et légal de toute la chose. Ben, en fait, si vous me permettez, je vais quand même réagir à 2-3 choses qui ont été dites par mes prédécesseurs. Première, j'ai trouvé intéressant, là, Anne-Sara qui ouvre en disant cette opposition entre économie et environnement. En fait, des choses que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est déjà entre gens convaincus. Fait qu'on prêche en terreau fertile, mais il faut que ce qui va être dit aujourd'hui vous serve d'argument pour aller convaincre d'autres qui ne sont pas présents aujourd'hui, qui ne sont pas nécessairement des gens qui vont spontanément adhérer au discours qu'on tient aujourd'hui. Mais je suis encore très étonné de cette opposition-là entre économie et environnement. Et je vous cite un passage d'un texte d'opinion dans Le Devoir d'hier où il était dit « Les changements climatiques ne sont plus qu'un problème environnemental. Ils sont devenus un urgent problème économique de sécurité publique, de sécurité alimentaire, de santé et de justice sociale. » Et ça, c'était les constats. Il y a une photo qui accompagne ça, là, suite au passage des tempêtes, là, soit aux îles de la Madeleine, soit en Floride, et les dégâts que ça génère. Il me semble que c'est assez clair quand on regarde l'ampleur de ces dégâts-là que les changements climatiques, ce n'est pas une question d'environnement ou seulement d'environnement, mais c'est une question qui interpelle, qui devrait interpeller nos décideurs politiques sur ces éléments-là de sécurité publique, sécurité alimentaire, santé, etc. Donc, des fois, j'ai de la misère à comprendre pourquoi ce déclic-là ne se fait pas dans la tête de nos décideurs politiques. Deuxième élément, quant à la perte de biodiversité. La biodiversité, qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Dans la tête des gens, ça allume pas grand-chose. Mais moi, j'aime bien, pour expliquer la biodiversité, me servir de l'allégorie de l'avion en vol. On est tous dans un avion en vol à l'heure actuelle et il me prend l'envie comme ça d'enlever un à un les boulons qu'il y a dans l'avion. Alors, je commence à enlever les boulons qui tiennent les bancs dans l'avion sur lesquels on est assis. J'imagine que vous allez peut-être me laisser faire parce que ce n'est pas si grave si les bancs ne sont pas boulonnés au plancher de l'avion. Puis à un moment donné, bon, je commence à déboulonner des boulons qui sont sur la carlingue. J'imagine qu'à un moment donné, vous allez m'arrêter, vous allez dire « Ce boulon-là, moi, je ne l'enlèverai pas. » Parce que si on l'enlève, probablement qu'il y a quelque chose qui va mal aller. Bien, c'est ça la biodiversité. On ne sait pas c'est quoi le boulon qui fait en sorte que tout notre régime de vie se tient, mais certainement que si on continue à faire péricliter la biodiversité comme on le fait actuellement, à un moment donné, on va attraper le mauvais boulon, puis il va y avoir des conséquences très néfastes de ça. Et on le sait, c'est lequel le boulon, puis tout à l'heure, Kim l'a mentionné, ce sont les insectes pollinisateurs notamment. Alors, je pense qu'il faut, pour essayer de faire comprendre qu'est-ce que c'est que la biodiversité, il faut se donner des images. En voici une que je vous offre en espérant qu'elle puisse allumer un peu les consciences. Maintenant, bon, vous m'avez demandé de parler d'un point de vue juridique et par rapport notamment au rôle des municipalités. Le rôle des municipalités en matière de protection du territoire, de protection des milieux naturels, de protection de l'environnement, il est essentiel, il est crucial et il est au centre des choses. Pourquoi? Parce que dans notre régime de droit, l'entité qui gère le devenir du territoire, ce sont les municipalités. Ce n'est pas le ministère de l'Environnement, ce n'est pas le ministère des Affaires municipales, ce n'est pas le premier ministre. Ceux qui décident du devenir du territoire, c'est bel et bien les élus des municipalités. Et j'ai toujours dit qu'une municipalité qui veut bétonner l'ensemble de son territoire,
territoire, elle a les pouvoirs pour le faire. Et c'est comme ça qu'on a fait le développement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a regardé le territoire comme étant une ressource à certains égards infinie, qui est constamment en latence d'être développée. Chaque parcelle de territoire devait un jour recevoir des usages anthropiques rémunérateurs. Et c'est comme ça qu'on a développé nos villes. À l'inverse, est-ce qu'on peut commencer à imaginer que nos municipalités détiennent des pouvoirs pour protéger les éléments essentiels du patrimoine naturel qui permettent le maintien de la vie et des milieux de vie de qualité et résilients? Effectivement, puis Kim, tantôt, tu as mentionné les îlots de chaleur, de continuer à développer puis bétonner notre territoire en créant des îlots de chaleur. On sait tous pertinemment que c'est contre-productif, à un point tel que le législateur oblige maintenant les municipalités à identifier où se trouvent ces îlots de chaleur-là et à proposer des solutions pour les contrer. Or, quelles sont les solutions pour contrer les îlots de chaleur? Ben, c'est de débétonner ce qui avait été bétonné. Ce qui m'amène à regarder sous un autre angle, à dire, ben, ce qui est déjà encore, c'était pas ce qui est déjà, mais ce qui est encore à l'état naturel, est-ce qu'on peut prendre des moyens de protéger ces milieux-là pour éviter de reproduire les erreurs du passé où on a fait trop de béton puis qu'aujourd'hui, on est en train d'enlever pour recréer des milieux naturels? Et là se posent les enjeux juridiques, à savoir quels sont les pouvoirs des municipalités à cet égard-là. Moi, je suis de ceux qui, bon, on n'a pas le temps de le faire ici, mais je suis de ceux qui font la démonstration que les municipalités ont tous les pouvoirs pour agir en faveur de la protection des milieux naturels sur leur territoire. Mais je dois dire qu'on a connu une très mauvaise décision de la Cour d'appel au mois de mars dernier dans l'affaire Duprat contre Ville de Mascouche, où la Cour d'appel dit oui, effectivement, vous avez tous ces pouvoirs-là pour protéger, mais dès lors que ça empêche un propriétaire de construire des maisons comme lui aurait voulu le faire, bon, on devra le dédommager. Et ce qui emporte comme conséquence, une conséquence absolument importante et fondamentale, c'est que les municipalités vont saisir le message que dès qu'elles ont la prétention d'identifier sur leur territoire des milieux naturels qui mériteraient d'être protégés, ben, elles vont voir le signe de piastre de la compensation qui va venir avec. Alors moi, je vous prédis que suite à cette décision-là, on va avoir un ressac de la part de nos municipalités qui ne voudront plus poser des gestes de protection parce qu'elles vont avoir peur, elles vont être confrontées à cette réalité-là de savoir est-ce qu'elles vont devoir compenser. Ce ressac-là, déjà, moi, j'ai deux demandes de conférences là, dans les prochains mois auprès de municipalités qui s'inquiètent de ces questions-là et à qui je suis obligé d'expliquer effectivement que dans l'état du droit, avec cette décision-là de la Cour d'appel et le refus de la Cour suprême de nous entendre, là, qu'on a connu là 2 semaines, ben, on est un petit peu mal barré. Ce qui va amener des considérations liées à des modifications de la législation. Et ben, on entend beaucoup parler des municipalités de ce temps-ci, le monde municipal, qui veulent une modification à la loi sur l'expropriation, qui, à mon sens, est une partie incomplète de la solution. C'est pas parce qu'on modifierait la loi sur l'expropriation afin d'imposer les transactions à la juste valeur marchande plutôt qu'à l'heure actuelle, c'est la meilleure valeur de réalisation pour le propriétaire, ce qui est très cher. Mais même si on était sur la juste valeur marchande, ça sera encore excessivement cher pour les municipalités. Donc, moi, je pense qu'il va falloir modifier d'autres lois et faire en sorte qu'il soit clair que les efforts de protection des milieux naturels par les municipalités ne donnent pas lieu à compensation. On pourrait donc, pour arriver à un résultat comme ça, simplement rajouter une phrase dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui viendrait préciser qu'il n'y a pas matière à compensation et on réglerait beaucoup de difficultés. Mais je veux terminer sur un éléphant qui est dans la pièce et qui est rarement abordé lorsqu'on discute de ces choses-là, c'est la question de la fiscalité municipale. Je suis tombé récemment sur une statistique selon laquelle les municipalités au Québec sont responsables de l'entretien, du maintien de 87% des infrastructures, alors qu'elles se partagent 8% de la tarte fiscale globale avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial.
manifestement, ça ne peut pas fonctionner. Et ça explique pourquoi les municipalités sont toujours à la recherche de nouvelles, de nouveaux développements qui apportent des ressources financières pour équilibrer leur budget et qui donnent ce résultat-là d'étalement urbain. Et tant qu'on ne réglera pas la question de la fiscalité municipale, on tourne en rond, où en fait, on reproduit les façons de faire du passé parce que c'est la seule solution vue par les municipalités pour trouver à chercher du nouveau financement. Excusez-moi, alors qu'on leur demande toujours de participer davantage aux efforts collectifs, ne serait-ce qu'en contribuant à la CMM, au service de police, au service de pompiers, etc., etc. Donc, c'est certain que tant qu'on ne réglera pas la question de la fiscalité municipale, bon, on n'aura pas de résultats probants. Alors, je vais arrêter là. On peut favoriser ensuite les échanges. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous trois. Ça nous amène déjà des éléments super intéressants. Ça met bien la table à la table ronde, justement. Ce que je retiens, Anne-Sara, tu mentionnais crucial des milieux naturels sur la santé, au niveau des épidémies, l'alimentation, les médicaments, et donc peut-être éventuellement avoir un focus plus grand sur les déterminants sociaux, écologiques de la santé. Kim, tu nous rappelais qu'il y a vraiment un très, très faible nombre d'aires protégées, que les autres sont pratiquement comme à la disposition de qui veut bien les exploiter. Donc, est-ce que ce serait les augmenter? Jean-François, c'est plutôt la modification des pouvoirs municipaux qui sont en ce moment influencés aussi par la législation provinciale de compensation qui semble être un enjeu et la fiscalité qui semble déficiente. Donc, je pense que c'est des éléments super intéressants. Et donc, pour aller de l'avant, j'aimerais vous entendre sur ces différents éléments-là, quelles sont des propositions, des axes d'intervention. Évidemment, ça peut être à haut niveau, mais ensuite aussi, peut-être aussi comment aussi les citoyens peuvent avoir peut-être une influence là-dessus éventuellement. Donc, je vous laisse aller. Peut-être que je laisserai Kim faire une intervention en premier, étant donné qu'elle doit quitter un petit peu plus tôt. Puis après ça, on peut y aller aussi en mode discussion. Oui, j'avais déjà commencé ces idées-là sur la table, créer des organismes hyper locaux dans des coins de vos municipalités respectives pour favoriser des projets de conservation de ce qui reste, là, la fameuse tarte. Là, il n'en reste pas beaucoup dans la tarte. C'est le petit dernier morceau. Là, Obélix, il prend tout, le 98 % du gâteau, puis il laisse juste 2 % du gâteau. Là, on est rendu dans le 2 %. Donc, ça, c'est la première chose, essayer d'être plus actif, plus à l'affût des projets de développement qui s'en viennent dans votre territoire. Demandez à vos villes quelles sont les proportions du territoire de la municipalité qui sont des parcs ou des aires protégées, mais parcs de protection, je veux dire, parce que des parcs de soccer et de balançoires, ça ne sauve pas beaucoup la biodiversité. Ça, ce serait une chose qui prend un peu d'énergie, mais qui est vraiment utile. L'autre chose, c'est, je l'avais déjà mentionné à plusieurs reprises dans les différents organismes où je suis, il faut profiter de tout nouveau projet pour favoriser la protection et le verdissement de manière très large et très générale, un verdissement massif. Moi, j'ai travaillé sur beaucoup de projets avec différents clients. Je pense à mon petit quartier, Rosemont-la-Petite-Patrie, où effectivement, je suis arrivée dans le projet de planification des éco-corridors du territoire pour aller voir sur le site web de la ville comment qu'est-ce qu'on a proposé comme type de verdissement. On parle même d'agrandir les parcs de quartier existants, empiéter enlever de l'asphalte, enlever et élargir ces parcs-là. Ce n'est pas ça qui a été retenu jusqu'ici, comme vous pouvez le constater. On voulait agrandir le parc Maisonneuve, verdir Maisonneuve, par exemple. Toute possibilité de verdissement en arbres, en arbustes, en laisser pousser le gazon, juste ça, là, ça fait une grosse différence, autant en gestion des eaux de surface qu'en diminution des effets des îlots de chaleur. C'est deux affaires qu'on peut faire chacun sur notre balcon, chacun sur notre terrain, dans les endroits où on travaille, les institutions. Comment ça se fait que les hôpitaux ne pensent pas de rajouter des arbres autour des bâtiments? Tu sais, c'est incroyable.
Donc, le verdissement, c'est une porte d'entrée qui fait mal à personne. Ça n'enlève pas la possibilité de faire un développement, mais ajouter des toits verts, ajouter des plantes grimpantes sur les bâtiments, des bacs avec des tomates dedans, tout ça, c'est bon et pour la biodiversité et pour la réduction des méfaits des changements climatiques, notamment et l'eau de chaleur et tout ça. Donc, ça, c'est des choses à la portée de tout le monde. Créer des organismes pour faire des pressions locales ou monter des projets de conservation, notamment dans l'est de Montréal. C'est absolument nécessaire de transformer une partie des terrains industriels contaminés en zone de verdissement. C'est absolument essentiel de faire ça, redonner à l'est un peu d'espoir au niveau de dépollution de l'air, etc. Donc, les choses doivent se faire à plusieurs niveaux. Hyper local vers plus régional, mais globalement, si on reverdissait dans les 20 prochaines années de manière massive par toutes les petites interstices possibles, les coins de rue en passant par les parcs qui sont trop gazonnés, on pourrait déjà avoir une influence sur la qualité de vie en ville. Je vais être obligée de vous laisser, je vous aime beaucoup. J'aime ça participer à ces petits événements. Je salue plusieurs personnes dans la salle, France, Selma, je sais que vous êtes super impliqués. Vous êtes des championnes, des reines de la conservation et aussi de la lutte pour les égalités sociales, pas des inégalités. Et puis, je remercie tout le monde d'avoir pris du temps ce midi. Puis moi, je vais aller donner mon cours pour changer le monde à l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée puis bonne continuation. Un grand merci, Kim. C'était super apprécié. Bonne fin de journée, bon cours. Merci. Super. Anne-Sara, Jean-François, tu sais, pas besoin d'aller dans un manière formel. Je peux vous laisser rebondir, ajouter des points. Ben, je pense que je rebondirais vu que j'ai des rebondissements sur les deux interventions qui viennent d'être faites. D'abord, au niveau de ce que Kim a avancé, et Kim Marino, je me sens personnelle, mais on ne se connaît pas. Mais bref, il y a le fait d'avancer des co-bénéfices, de dire pour l'environnement, on devrait verdir, c'est comme une évidence, mais il y a tellement d'avantages autres, puis de venir dire que ben, ça permet de lutter aux îlots de chaleur, améliorer la qualité de l'air, il y a plus d'activités physiques qui se font dans des milieux avec davantage de canopées, puis l'accès à des espaces verts a été lié avec des outcomes de santé mentale meilleure, la réduction du stress. Fait que c'est vraiment une manière, peut-être, c'est pour ça que je le nomme pour les comités citoyens, etc., de mettre de l'avant des situations win-win où vraiment on vient pas juste améliorer une chose, mais plusieurs choses. Après ça, quelque chose qu'on n'aura pas le temps de voir parce que vraiment, ça serait intéressant qu'on ait du temps pour les questions, mais c'est le fait de, quand on a des enjeux environnementaux en santé publique, on les voit tout le temps du côté de la prévention et de la protection de la santé. Fait que pour les changements climatiques, c'est une évidence qu'il faut faire à la fois des politiques d'atténuation et des politiques d'adaptation au changement climatique. C'est peut-être un autre message clé. Mais là où j'irais, où peut-être que les gens sont moins au courant aujourd'hui, c'est que c'est l'histoire des leviers de santé publique parce que on a beaucoup parlé des silos. Pourquoi est-ce que des hôpitaux ne pensent pas à mettre des arbres? Puis plus encore avec l'intervention de Maître Girard qui parlait de l'article dans Le Devoir au début, puis qui ne comprenait pas pourquoi ce n'est pas encore acquis, que c'est un travail qui doit se faire de concert. Il n'y a presque aucune mesure qu'on va être capable de faire juste avec un palier, un niveau de la société, qu'on parle de transition vers une économie verte, réaménagement des villes, plus d'agriculture durable. Il y a beaucoup à faire, puis les acteurs impliqués sont très, très, très divers. Ce qui peut être intéressant en santé publique, c'est qu'il y a l'article 54 de la loi sur la santé publique qui donne le pouvoir ou d'aller faire des études d'impact sur la santé de tout nouveau projet qui serait... donc, les autres ministères et organismes qui ont des nouveaux projets à soumettre peuvent consulter le ministère de la Santé pour avoir vraiment une évaluation rigoureuse des impacts qu'il y aurait à la santé et aussi des évaluations d'impact sur l'équité. Fait que ça, c'est un levier dans le cadre réglementaire intéressant, mais aussi la politique gouvernementale de prévention de santé qui est une politique qui vise à briser les silos. Donc là, le ministère est en leadership, mais il y a beaucoup de mesures associées à des budgets pour créer des environnements favorables à la santé. Puis là, il y a
il y a une trentaine de ministères, c'est ça, qui sont impliqués, 80 partenaires non gouvernementaux. Donc, autre place où on essaye de briser les silos. Par contre, ces leviers-là, pour être davantage utilisés, il faut généralement, premièrement, des compétences. Puis je pense que c'est la première chose que je nommerais, qu'on n'a pas été habitué à travailler hors de nos silos. Il y a plein de raisons à ça. Je pense qu'une des raisons, c'est l'argent et le pouvoir. Dans nos organisations, on a nos fonds, on a nos structures hiérarchiques, puis c'est beaucoup plus simple aussi dans nos cultures organisationnelles de rester. Donc, je parlais avec des gens en santé publique, puis il n'y a pas beaucoup d'exemples encore à ce jour de partenariat qui n'est pas juste « j'ai donné du financement puis demander une reddition de compte pour un truc de verdissement », de vraie participation globale. Puis ça, je pense qu'il faut s'exercer à le faire. Puis par exemple, je parle des acteurs, mais la population en fait partie. Puis il y a un bel exemple à la santé publique de Montréal où il y a eu un conseil citoyen aîné qui a été formé pour vraiment informer sur comment les personnes aînées à Montréal de différents milieux, de différentes communautés avaient vécu la pandémie, puis c'est quoi leurs recommandations pour la santé publique. Puis ça a été inscrit dans le rapport de la directrice. Puis je trouve que c'est le genre de démarche qu'il faut vraiment mettre de l'avant puis pousser pour qu'on commence à développer nos compétences puis à être capable de réellement travailler avec beaucoup de perspectives puis à apprendre à justement partager les pouvoirs puis pour vraiment... Ça, c'est un premier point. Ensuite, au niveau de comment on veut le faire, parce que oui, on veut développer des compétences, mais il faut encore qu'on puisse le faire. Puis quelque chose que je n'ai pas mentionné au début, mais c'est que je fais partie d'une équipe de recherche qui travaille la communication climatique. Puis une des prémices de base de notre travail, c'est qu'à travers le monde, beaucoup de gouvernements n'ont pas agi rapidement par rapport au changement climatique. Puis on dit souvent que c'est à cause que c'est un problème dans la théorie de l'action collective de free rider. Tu ne veux pas faire beaucoup d'efforts si les autres ne vont pas en faire. Mais il y a des gouvernements qui ont quand même agi. Puis dans la littérature, ce qu'on voit, c'est que ces gouvernements-là, c'est des endroits, dans le cas des pays démocratiques, où la population mettait beaucoup de pression. Fait que le message que j'avais qui était de si la population est capable de s'approprier ces enjeux-là, est capable de... Là, on parle de lien entre la santé et l'environnement, puis vraiment de mettre la santé environnementale à l'agenda politique, bien, ça pourrait avoir des répercussions importantes. Fait que de continuer à avoir ce genre de discussion-là où on s'outille puis on permet à la mobilisation, à la population d'avoir tous les outils pour se mobiliser, c'est ultra important. Puis c'est là-dessus que j'avais envie d'aller. Merci beaucoup, Anne-Sara. Super éclairant. Je pense qu'il y a beaucoup de... notamment l'article 54, c'est pas tout ce que j'étais au courant. Je trouve que ça fait quelque chose de très intéressant à un moyen très intéressant pour la suite des choses, pour quand vient le temps des fois de s'opposer à certains projets ou au moins de prendre son temps avant d'entrer en action. Donc, merci pour ces informations. Jean-François, est-ce que tu aurais moi, à ajouter? J'ai le goût de susciter un peu le débat sur les dernières paroles d'Anne-Sara qui dit qu'il faut que la population vient de voter, pas massivement, mais majoritairement pour la CAQ. Est-ce que la population, hors des cercles initiés comme nous sommes, là, est-ce que la population s'en soucie vraiment? Puis, tu sais, tout ça, là, par exemple, si on veut si on veut vraiment prendre le virage de la lutte contre les changements climatiques, il y a un maître mot qui s'appelle l'internalisation. Il faut internaliser ce qui, jusqu'à présent, ont été des externalités, notamment tous les coûts collectifs environnementaux liés au développement de l'économie. Okay? Les gaz à effet de serre, là, ça pourquoi ils existent, c'est parce que c'est un déchet qu'on rejette dans l'atmosphère de façon gratuite sans en assumer le coût. La bourse du carbone, c'est un effort peut-être imparfait, mais c'est un effort d'internaliser ce coût-là. Or, si on le faisait, puis on a entendu là, les savants qui en ont discuté nous dire que je pense que la tonne de gaz se transige à quoi? 37 piastres
34 piastres, puis il faudrait la monter à 107, 140, 150, puis dans la vérité, là, ça serait peut-être 250 piastres la tonne de carbone, là, si on voulait. Mais le jour où on va faire ça, qu'est-ce qui va se produire? Ça ne coûtera plus de 2 piastres mettre du gaz dans notre auto. Ça va coûter 5 piastres et demi le litre. Et là, vous êtes sûr que vous avez une révolution, les gens sont dans la rue, comme les Gilets jaunes l'ont été en France. Qu'est-ce que les Gilets jaunes nous reflétaient? C'est on ne veut pas payer ce coût-là supplémentaire parce qu'on ne serait pas capable financièrement, parce que toute notre économie repose sur ce vaste billet que sont les externalités. Alors, c'est bien beau, là, puis Kim, je suis partisan de tout ça, là. Je suis partisan de tout ce qui a été dit, là, puis je suis un artisan de ça. Mais on est encore à la marge. On est encore à la marge parce que si on va aller agir sur le vrai bobo, là, c'est l'internalisation des coûts. Puis moi, je travaille, entre autres, avec des gens, j'ai parlé à Jérôme Duprat qui a travaillé là-dessus, les gens d'Ouranos, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, là. Bref, il y a du monde qui réfléchisse à ça. Mais est-ce que vous avez entendu nos gouvernements, nos politiciens nous parler de nous allons chercher les moyens d'internaliser davantage les coûts environnementaux, pas tout. Fait que c'est comme la question de la fiscalité, là, la fiscalité municipale. Ces enjeux-là, qui sont des enjeux cruciaux, ne sont pas abordés. Puis tant qu'on n'ira pas dans ce sens-là, ben, on fait juste agir à la marge. Mm-hmm. Alors, c'est cute ce qu'on fait, là, mais pour le moment, la vraie réalité, là, on ne s'améliore pas. C'est un excellent point, Jean-François. C'est certain que je pense que c'est un défi de faire en sorte que les citoyens, de manière générale, s'approprient personnellement l'ensemble de ces coûts-là. Il y en a qui sont plus directs, évidemment, mais ça prend comme une réflexion un peu plus collective sur le fait que... Monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils nous disent? Là, que le panier d'épicerie coûte trop cher, que le gaz coûte trop cher, qu'ils sont plus capables d'acheter des vêtements et qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est vrai qu'ils ont 4 TV et 2 SUV, là, ça c'est un autre débat, là, mais ils sont plus capables de joindre les deux bouts. OK? Mm-hmm. Et là, ce qu'il faut leur dire, c'est parce que vous ne payez pas encore assez cher. Mais je dois dire que ce que vous apportez ne vient pas nécessairement ou renforce l'importance de bien communiquer à la population parce que les gens sont fatigués, ils ne veulent pas faire Puis après la pandémie, il y a une fatigue pandémique, une fatigue climatique dans les résultats des sondages qu'on a fait, on le voit. Puis les gens ne veulent plus que le poids de la transition soit seulement sur des actions individuelles. Il faut que ce soit des actions collectives. Mais là, on revient au problème de l'action collective. Comment les engranger? Comment convaincre nos élus? Puis pourquoi est-ce que les gens ne considèrent pas que les changements climatiques... Ça les concerne, puis vote pour la CAQ. Je ne devrais pas dire la CAQ, un parti qui ne met pas l'environnement de l'avant. Ça, c'est une question vraiment principale. Puis je pense que si on arrivait à diminuer la distance psychologique, montrer que les changements climatiques, c'est ici, c'est maintenant, il faut s'en préoccuper, dans une perspective aussi de diminution des inégalités sociales. C'est un peu complexe à expliquer, mais les changements climatiques augmentent les inégalités sociales. Puis oui, il faut une transition juste, oui, il faut des mesures fiscales, mais ce ne sera pas... je pense que tout ça, c'est complexe à expliquer, puis qu'il va falloir continuer à travailler, que la population s'approprie les enjeux pour que les politiciens suivent le pas. J'ai l'impression que c'est un peu, pas tant un débat que comment faire pour que ça soit mis en place. Ouais. Puis, si je peux revenir rapidement là-dessus, je trouve que c'est une épine quand même importante du dossier, puis à mon sens, ça revient à... C'est vrai que demander aux citoyens qui arrivent, comme un peu mentionné Jean-François, qui arrive déjà à la faire joindre les deux bouts, puis c'est difficile financièrement de faire des efforts de plus ou d'augmenter le prix des biens, ça semble être un défi. À mon sens, c'est un peu sur ça que je travaille un peu dans le cadre de mes études, mais c'est de bâtir parallèlement à ça des alternatives qui sont intéressantes. C'est de demander aux gens de renoncer à plusieurs choses. Il y en a qui vont être prêts à le faire. J'imagine que nous, ici, on est conscientisés, on est prêts à faire ces efforts-là. Mais si des alternatives qui sont plus en lien avec l'environnement, avec des aspects sociaux, n'existent pas, c'est plus difficile à avancer. Je pense que c'est une façon aussi que les citoyens peuvent avoir un impact direct mais indirect sur l'environnement, c'est-à-dire de bâtir des initiatives qui sont parfois aussi de nature sociale, qui vont venir, c'est un lien plus fort qui va faire en sorte que de renoncer à ces choses-là qui peuvent être dommageables, ce soit quelque chose de plus facile éventuellement. Mais bon, c'est facile à dire qu'à faire, évidemment, mais je pense que c'est une autre champ d'action où les citoyens peuvent agir en termes
en fait, de rendre leur communauté plus résiliente et donc plus prête à affronter ces changements-là en quelque sorte. C'est ça, il y a plein d'initiatives locales qui peuvent aider à aller dans ce... Oui. Si tu me permets, là, tu dis que c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu as dit offrir des alternatives. On va prendre un cas que je connais bien, le mien. J'habite à Repentigny. Bon, vous pouvez me tirer des roches, là, je suis allé en banlieue, etc. J'ai 3 enfants. Mes enfants, pour aller travailler, parce qu'ils sont rendus en âge de travailler, là, 21 ans et autour de ça, pour aller travailler à l'épicerie ou au dépanneur, ou etc., ils doivent prendre l'auto. Parce qu'il n'y a aucun transport en commun efficient sur le territoire de Repentigny qui est capable de passer devant chez nous puis les amener aux endroits de travail. Aussi, le fond, c'est 2 heures de voyagement. Écoutez, c'est à 5 km, là. C'est 2 heures. Fait que venez pas me parler. Moi, là, quand je les entends, là, on va favoriser le transport en commun, c'est de la foutaise, ça. Et là, je vais me fâcher là, parce que je le vis, là, c'est de l'absolue foutaise. Là où il faut offrir du vrai transport en commun, c'est qu'on va structurer et offrir des alternatives à tous ces gens qui habitent en banlieue. Arrêtez de me parler de Montréal. Quand tu t'en vas à Montréal, tu peux sauter dans le métro et te rendre où tu es supposé te rendre assez facilement. Le véritable enjeu, c'est dans les banlieues et ça, je n'entends aucune solution alternative. Fait que c'est pas vrai qu'on n'est même pas encore en train de parler de ces vraies affaires-là. OK? Puis, Anne-Sara, c'est cute de dire qu'il faut arrêter de mettre ça sur les épaules des citoyens, mais même les solutions collectives, même lorsqu'on va demander à l'État d'intervenir sur les acteurs institutionnels, économiques, les grandes entreprises, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? C'est qu'ils vont nous refiler le prix. Le coût supplémentaire, ils vont nous demander de le payer parce qu'il n'y a personne dans la société au niveau économique qui pense un jour diminuer sa rentabilité puis son niveau de profit. Puis je peux vous le garantir, je suis dans un bureau d'avocat. C'est impensable dans un bureau d'avocat de dire l'année prochaine, on va faire moins d'argent. Ça se peut pas. Ça ne leur rentre pas dans la tête. Fait que si vous pensez, encore une fois, en pelletant les nuages, que tout ça va arriver parce qu'on est de bonne volonté, ça n'arrivera pas. Je pense que je me sens visée personnellement, fait que je répondrai rapidement pour dire que le pelletage de nuages, puis de dire des trucs cute, c'est pas ça le point. On avait 1 heure pour discuter d'enjeux vraiment complexes. En santé publique, l'action se fait à plusieurs niveaux. Puis je pense que on nous a demandé d'apporter des leviers puis des actions pour essayer d'aller de l'avant. Les problématiques, le fait que ça coûte trop cher, personne ne veut, on les connaît. La question, c'est comment aller outre ça. On a des enjeux culturels, on a des enjeux de système économique. Le fait qu'il y ait eu autant d'étalement urbain, c'est vrai, on est pris avec ces endroits-là non desservis par le transport en commun, tout à l'auto, avec tous les enjeux que ça implique. Ces problèmes-là majeurs, on ne claquera pas des doigts. Puis ce ne sera pas facile de trouver des gens pour faire les sacrifices puis payer, mais ça va demander du courage politique, puis ça va demander beaucoup, beaucoup d'empathie et d'éducation vers la population. Fait que c'est là que je voulais arriver de dire, on en a des leviers, mais pour les potentialiser, il faut que tout le monde soit on board. Je pense que ça, c'est difficilement débattable. Après ça, je me permets, Anne-Sara, je veux bien que tu comprennes, là, je ne t'attaque pas personnellement. J'ai voulu susciter la discussion, puis là, je vois les mains se lever, fait que je suis assez content de mon résultat. Ouais, merci Jean-François pour ta passion. Puis je pense que je vais laisser justement la parole. Je pense que ça a juste soulevé la notion systémique en fait, de l'enjeu. C'est qu'on parle de santé et de biodiversité, puis on se dit le transport va avoir un impact, une capacité à travailler sur la santé. Bref, ça montre la complexité, je pense, de l'enjeu, mais ça peut fournir des pistes pour réfléchir. Là, j'aimerais laisser la parole à ceux, pour les 2-3 dernières minutes, ceux qui ont levé la main. Donc, France. Je pense que Mathieu l'avait levé avant sa main. Effectivement. Donc, j'ai une question. Donc, pour Maître Girard, et puis j'ai bien aimé votre challenge un peu, pour susciter la discussion. Puis moi, j'aimerais vous entendre sur l'interaction entre la fiscalité municipale et la fiscalité nationale et internationale. Il y a différents niveaux de fiscalité. Ma compréhension de mes recherches personnelles, c'est que le gouvernement canadien, en signant l'ALENA, les ententes de libre-échange, ça permet d'avoir accès au marché américain, mais ça permet aux Américains d'avoir accès au marché canadien. Ça permet aux compagnies canadiennes d'avoir accès aux ressources du territoire américain et vice-versa. Donc,
les lois fiscales internationales, quand on est dans des ententes de libre-échange, les compagnies étrangères ont le droit de venir, par exemple, exploiter des minéraux ou la forêt, etc. Donc, ma question, c'est que lorsqu'on est dans une ville, un territoire, qu'on veut protéger un bout de territoire, oui, on se bute parfois à une gouvernance locale qui est elle-même encadrée par une gouvernance provinciale, qui est encadrée par une gouvernance effectivement à plus haut niveau. Donc, à mon sens, à moi, il faut agir localement, il faut aussi agir sur le système global. Donc, comment qu'on peut combiner? Est-ce que c'est plus important de l'action locale? C'est plus important de l'action systémique ou globale? Puis comment combiner les deux, nos priorités? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, M. Girard, si ça va dans le sens de votre compréhension, Maître Girard. En fait, vous soulevez là d'autres enjeux qui me sortent un peu de ma zone de confort, parce que moi, je ne suis pas un fiscaliste, je ne suis pas dans la fiscalité. Ce que je connais de la fiscalité municipale, c'est parce que c'est relatif à ma clientèle que je dessers. Et bon, j'ai fait ces constats-là. Lorsque je vois que 87% des infrastructures relèvent de la compétence des municipalités, alors qu'ils ne détiennent que 8% de la tarte fiscale, je pense qu'il y a là un enjeu. Mais oui, le système économique mondial capitaliste est construit sur la recherche de profit toujours et davantage. En mettant en place l'accord de libre-échange, ce n'était pas pour protéger l'environnement à l'origine, c'était vraiment pour continuer à exploiter la planète. Fait que, oui, il va falloir agir au niveau international. Il faut agir au niveau national, que ce soit fédéral ou provincial, tout à fait. Mais si on revient, puis je sors un peu du rôle que je viens de me donner là, d'initiateur des débats, si je reviens dans mes pantoufles d'avocat spécialisé en droit municipal, ce qui s'appelle... Moi, je travaille en environnement à tous les jours. Et la loi que j'utilise le plus dans ma pratique, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ce n'est pas la loi sur la qualité d'environnement. Pourquoi? Parce que tout est question d'occupation du territoire. Si on bétonne le territoire comme on le fait dans les années passées, bien, il n'y en a plus d'environnement. Il n'y en a plus de milieu naturel, il n'y en a plus de biodiversité. Puis oui, on favorise l'étalement urbain, etc., etc. Donc, je pense que les municipalités détiennent la clé de voûte de ces enjeux-là par leurs compétences sur le devenir du territoire, comme j'ai dit d'entrée de jeu. Et moi, c'est là que mon intervention... c'est là que j'interviens en priorité, puis de façon privilégiée, parce que si on gagne la bataille du territoire, on va déjà avoir fait un pas dans la bonne direction. Et c'est ça les enjeux. Et malheureusement, à l'heure actuelle, comme je vous ai dit, la Cour d'appel nous a rendu une décision qui nous a fait reculer de 20 ans en arrière. Alors, on va voir où ça va nous mener dans les prochains mois. J'ai encore un dossier, je dois plaider dans le dossier du boisier des Hirondelles au mois de décembre. Je vais essayer de convaincre le tribunal que la municipalité pouvait agir en faveur de la protection des milieux naturels, mais je peux vous dire là, que la côte est davantage ardue à remonter. Merci beaucoup. Merci, Jean-François. Et Mathieu, pour ta question. France. Oui, ben, merci pour ce magnifique débat. C'est très intéressant. Et informations partagées aussi. Alors, moi, j'ai peut-être deux points et demi. Alors, l'article 54, la loi sur la santé publique, étude d'impact de tout nouveau projet, pour moi, c'est un élément nouveau qui est fort intéressant. Est-ce que la façon que c'est libellé, ça peut permettre de faire le lien entre, justement, des enjeux de santé publique, de changement climatique, de biodiversité, donc le lien environnement et santé, qui est le sujet de notre rencontre ce midi, parce qu'il y a tout un champ à développer là-dedans. Tu as des gens qui travaillent en études d'impact depuis longtemps et qui pourraient être très utiles dans le travail qu'il y a à faire là-dedans. Première chose. Deuxième chose, j'entendais Jean-François, où effectivement, des solutions pour des gens qui habitent plus dans les banlieues. Souvent, ce qu'on cite dans les solutions de transport, mobilité durable, par exemple, c'est très, très urbain. Donc, il faut arriver avec d'autres choses. Et moi, j'ai participé au sommet de développement durable de la ville de Victoriaville. Donc, pour dire, il y en a des solutions où il y avait peut-être, mon Dieu,
25 tables avec des projets de 25 municipalités différentes à travailler ensemble en charrette, si on veut. Les 2 jours, on était là. Et la municipalité gagnante, c'est la municipalité de Bécomo avec un projet de mobilité durable dans leur coin. Alors, je pense qu'ils ont autant d'enjeux que Repentigny. Il y en a des solutions. Il y en a des municipalités qui travaillent sur des solutions de mobilité qui sont adaptées à leur milieu. De toutes sortes, puis il faut le regarder comme il faut, mais c'est sans doute pas assez connu. Donc, ça, c'est ce que je voulais amener. Puis, est-ce que, je ne sais pas quel intervenant pourrait répondre là-dessus, il va y avoir bientôt, on l'espère, un plan d'action qui va être mis de l'avant concernant la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Il y a une question de fiscalité là-dedans. Est-ce qu'à votre point de vue, il y aurait des aspects sur lesquels, comme coalition, par exemple, ou organisme local, on devrait pousser plus auprès du gouvernement pour cette politique-là qui est très générale, mais on parle de toutes sortes d'enjeux de territoire. Et je sais que c'est très large, là, donc je ne vous demande pas nécessairement de répondre à tout, là, mais j'amène ces préoccupations-là. Merci beaucoup. Je vais aller pour la première et la dernière question rapidement. Pour la première, l'article 54, dans le fond, c'est quand un ministre a un projet de loi à apporter à l'Assemblée nationale, souvent dans le début, il peut aller consulter ses collègues des autres ministères quand il a l'impression que ça pourrait affecter, dans ce cas-ci, la santé. Donc, le ministère de la Santé est sollicité, puis là, il y a un processus rigoureux qui est mis en place. Mais il y a d'autres clauses d'impact qui peuvent être utilisées, comme le développement durable, qui en est une. Ce qui est malheureux, je pense, pour l'instant, comment l'article 54 est utilisé, c'est qu'on n'a pas beaucoup de ressources qui est mis là-dedans. Fait que c'est un peu, au lieu d'être proactif, on reçoit des projets et là, en consultation, on fait une démarche si nécessaire d'évaluation d'impact à la santé. Mon point, c'était de dire, si on avait plus de ressources au ministère de la Santé pour voir à l'application de l'article 54, peut-être qu'on pourrait être proactif, puis d'aller voir tous les projets qui sont en place, proposer des évaluations d'impact à la santé, puis voir si on ne peut pas avoir de l'influence en amont, parce que l'idée, c'est de satisfaire toutes les parties prenantes, puis de voir comment améliorer les bénéfices en santé, diminuer les effets négatifs, puis vraiment d'émettre des recommandations. Fait que ça peut être gagnant-gagnant aussi. Pour l'aménagement, c'est une question très vaste. Je pense que mon conseil principal, ce serait de quand même rester prêt. L'aménagement est tellement proche de la santé des gens. Il y a Vivre en ville, qui est un organisme, par exemple, qui peut être une bonne ressource pour ça, mais de dire le verdissement, le transport actif, il y a plein d'exemples où on peut vraiment venir ajouter des arguments santé à ce qui sont aussi des arguments que la Coalition Climat Montréal va sûrement vouloir mettre de l'avant. D'essayer de continuer à tabler sur ces co-bénéfices-là à la santé, je pense que ça peut être vraiment stratégique et vrai, puis mobilisateur aussi. Sarah, est-ce que Jean-François a quelque chose à rajouter sur ça? Non? Parfait. Merci, France, pour ta question. Vincent? Oui, Jean-François, selon moi, le grand défi, c'est une mutation psychologique. À savoir comment convaincre le plus grand nombre de gens qu'il n'y a pas d'opposition entre écologie et économie, en fait, et que les deux doivent être intégrés, en fait. Et ensuite, que si on est sérieux, ça va coûter cher. Et ça, il faut décider au niveau municipal, provincial et fédéral, en fait. On ne peut pas continuer comme on fait actuellement avec la anticapitaliste et il faut repenser la solidarité sociale, en fait. Alors, je crois que ça, c'est l'enjeu principal. Si nous, on est convaincus entre nous ici, hein, mais si il faut essayer de convaincre et sortir de notre bulle pour atteindre le plus grand nombre possible sans ça, comme tu as mentionné, les gens pensent à l'épicerie, qui c'est 15% plus. Alors, on pense court terme, mais à moyen terme, ça va coûter cher et il faut commencer maintenant. C'est le défi. Mais comme vous l'avez mentionné, il faut peut-être agir au niveau municipal. C'est un très bon niveau, au fait, pour commencer à
changer la philosophie et la psychologie des autres. Voilà. Ouais. Puis, je pense que dans cette même veine-là, puis revenir sur les exemples soulevés par Mme Levert, là, des villes qui ont agi. Est-ce que vous étiez tous gelés? Êtes-vous toujours là? Est-ce que vous m'entendez toujours? Okay. Des villes qui ont agi. Effectivement, là, au-delà de mon coup de gueule là, qui était voulu et qui voulait vous faire réagir, puis je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des vecteurs d'information, nous sommes tous des vecteurs d'éducation. Si on veut modifier les comportements, faire comprendre aux gens, ben, il faut expliquer, il faut éduquer. Puis il faut servir des exemples où on a des gains, où on a des victoires. Si il y a des municipalités qui réussissent à organiser correctement le transport collectif, puis offrir de véritables alternatives, c'est ça qu'il faut, il faut s'en servir, il faut le savoir, puis c'est ça qu'il faut diffuser comme information pour dire, regardez, il y en a des solutions, puis on est capable d'agir, puis ça ne coûte pas les yeux de la tête, et tranquillement à apporter, à changer les comportements. Tu sais, le gaz est cher, parfait, mais le jour où je vais utiliser le transport en commun de façon efficiente, je vais m'en foutre du prix de gaz parce que je n'aurai plus besoin de ma voiture. Je suis tout à fait d'accord avec ça et il faut se servir de toutes ces petites victoires-là et de tous ces succès-là pour éduquer nos concitoyens en gardant à l'esprit qu'il y a des enjeux majeurs qui sont liés, dans le cas qui nous occupe ici aujourd'hui, au devenir du territoire. Puis ça, je vous ai dit, je pense qu'on a tous les pouvoirs pour intervenir et agir de façon efficace et efficiente, sous réserve de voir qu'est-ce que les tribunaux vont me dire là, dans les prochaines décisions à venir ou de modifications législatives. C'est vrai qu'il y a une politique de l'aménagement du territoire et de l'architecture, desquelles, évidemment, dans les politiques, là, tous les bons mots sont là. C'est comment on réussit à mettre en action ces choses-là qui est le défi. Alors, soyons aux aguets, puis assurons-nous que les beaux mots de la politique vont se traduire en actions concrètes. Ça va être déjà là un autre pas fait dans la bonne direction. Merci Jean-François. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, en fait, ou d'autres interventions? Super. Cécilia? Bonjour. J'ai suivi vos présentations. Merci beaucoup. C'est très rafraîchissant et tout ça. Puis effectivement, il y a beaucoup à faire. Moi, je suis conseillère municipale à Laval. Je sais que c'est pas parfait, loin de là, mais on fait beaucoup justement pour le transport en commun, pour verdir, justement, protéger aussi les boisiers. On s'est doté d'un budget de 100 millions là, depuis notre élection avec Stéphane Boyer, notre équipe, pour acheter et protéger là, plein le refuge phonique, entre autres, et puis plein de coins de rue. Puis il y a des programmes avec Canopy aussi pour verdir. Donc, on essaye, mais effectivement, là, comme plusieurs de vous l'ont dit, là, on est limité dans nos moyens. Puis, c'est vraiment la fiscalité. On a tellement de frais à réparer toutes les routes. 1 kilomètre de route de pavé nous coûte 1 million. Donc, juste pour vous donner une idée, on a 3000 kilomètres de rue à Laval. Et puis, donc, c'est ça, c'est des défis que nous, en plus, on doit, avec la loi 30, si je ne me trompe pas, le gouvernement provincial nous a donné la responsabilité de trouver des terrains pour les écoles. Donc, vous pouvez imaginer qu'on ne peut pas en inventer là, des terrains. Il faut en trouver. Donc, en 10 ans, on nous demande 14 terrains. Donc, c'est sûr que ce n'est pas des petits terrains non plus. Donc, c'est sûr que nous, on est tiraillés de tous les coins. Puis, dans notre équipe, on est très... il y a beaucoup d'anciens militants aussi là, pour justement la biodiversité et tout. Donc, les changements climatiques vont nous tomber dessus aussi.
Donc, c'est ça, c'est beaucoup, c'est très difficile, en fait, justement, de, de, de répondre à toutes les demandes comme politicienne, la nouvelle politicienne depuis novembre. Donc, mais sachez que c'est une préoccupation constante, je pense, en tout cas chez nous, chez moi. Euh, donc, je voulais juste donner mon 2, my two cents, là, comme on dit, mon petit regard sur, sur ce qui se passe à Laval. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais M. Boyer, notre maire, là, vient de publier un livre là, sur les quartiers sans voiture. Donc, il faut vraiment être innover. Puis, c'est effectivement, par exemple, aussi, une autre idée qu'il a proposée, c'est de taxer, commencer à taxer tous les terrains qui sont abandonnés en attendant qu'ils prennent de la valeur. Donc, trouver un moyen de faire entrer aussi, changer un peu la fiscalité là-dessus. Donc, on est à essayer de créer des nouvelles façons de faire entrer des revenus, mais c'est sûr qu'on est limité. Puis, comme disait quelqu'un, là, toutes les responsabilités nous sont déléguées, puis de plus en plus, sans que rien ne change. Donc, c'est sûr que oui, on veut protéger le plus possible des boisés et de tout, mais il y a des réalités qui nous tombent dessus qui sont compliquées aussi à répondre. Merci. Merci beaucoup, Cécilia. C'est très, très intéressant de voir justement la perspective votre perspective qui, disons, vit de l'intérieur dans l'administration de la ville de Laval. Donc, merci pour l'intervention. Je vais venir à vous dans quelques instants, Katia. J'ai vu que dans le chat, il y avait, juste avant, Jérémy nous demandait, peut-être ça va s'adresser peut-être un petit peu plus à Anne-Sara. Donc, que pensez-vous de la biodiversité et de la santé mentale? Donc, je me rappelle que tu avais abordé ça très brièvement au début, mais peut-être qu'on dirait un petit peu plus là-dessus. Oui, je pense qu'on pourrait aborder cette question-là de deux fronts. Le premier, c'est moins biodiversité, mais c'est plus l'accès à la nature en général qui a été... Il y a un nouveau programme au Québec qui s'appelle Prescrit Nature, que des médecins veulent prescrire l'accès à la nature. Puis pourquoi? Parce que ça a été associé avec justement moins diminution du stress, diminution des symptômes d'anxiété, de dépression. Bref, il y a plusieurs données qui laissent croire que l'accès à la nature serait favorable pour la santé mentale. Puis, je pense que je suis pas mal certaine, en fait, que l'OMS donnait comme que chaque être humain devrait avoir un espace vert à 300 mètres de son lieu de résidence. Je pense pas que ce soit toujours le cas, mais je trouve que c'est une recommandation intéressante à connaître. Puis l'autre front que je connais moins, mais que je sais qu'il prend de l'ampleur plus au niveau des jeunes au Québec, là, statistiquement, c'est eux qui sont le plus touchés, c'est l'éco-anxiété. Puis c'est plus large, mais d'être au fait de toute la perte de biodiversité, de se sentir impuissant, c'est vraiment un fardeau en ce moment sur la santé mentale. Je pense que c'est 7% des gens au Québec, puis dans les chiffres au niveau des jeunes, ça grimpait, fait qu'il va falloir de plus en plus s'attarder à. Merci beaucoup, Anne-Sara. Et donc, je reviens à Katia. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis une citoyenne d'un quartier de Montréal et je fais partie d'un groupe de jardiniers urbains, donc les jardins collectifs. Et on jardine sur un terrain privé qui nous est prêté. Donc, on a la chance d'avoir un très beau terrain sur lequel on a des superbes récoltes et on est vraiment content de ça. Et on a appris récemment que la municipalité mitoyenne voulait agrandir son stationnement et empiéter donc sur notre terrain, entre guillemets, qui n'est pas le nôtre, mais qui, disons, nous est prêté. Donc, voilà, on avait envie de mener une action, de faire quelque chose pour dire que ça n'avait pas de sens. Il y a déjà une voie de circulation qui est super large
Et là, ils veulent apparemment encore bétonner, enfin asphalter une partie. Donc, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous me conseillez, quelles sont les actions qu'on pourrait mener pour faire entendre notre point de vue, même si on n'est pas chez nous et que voilà, ça se joue peut-être entre deux propriétaires de terrain qui, voilà, où on n'a pas grand-chose à dire peut-être, mais enfin, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de se faire entendre justement sur la santé, sur les impacts sur la santé que ce terrain a sur nous, sur les autres citoyens, sur l'accès à des fruits et légumes biologiques et voilà, tout ce que l'agriculture urbaine peut apporter comme bienfait. Merci. Ben, je pense que c'est une bonne piste de vous informer sur les bienfaits de l'agriculture urbaine. Après ça, l'interlocuteur principal de ce que je comprends dans ce genre de dossier-là, c'est la ville. Puis il y a plusieurs espaces de dialogue offerts par la ville, que ce soit les conseils municipaux. Puis je pense que c'est Kim Marino qui, plus tôt dans la conversation, essayait d'alimenter ou de mobiliser les gens à investir ces espaces-là de dialogue. Fait que je pense que ce serait la première étape, mais c'est vraiment... avec des arguments de santé, mais c'est difficile de se prononcer parce que c'est très local comme enjeu. Merci. J'ai été muté. Merci pour votre intervention, Katia. Donc, on va prendre une dernière question d'intervention. Selma. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, M. Girard et puis le docteur Anne-Sara Briand. Donc, j'ai manqué malheureusement le début de vos présentations, mais contente d'entendre un peu tous ces échanges, les débats et tout ça, ce qui sont vraiment intéressants. Moi, je suis une membre de la Coalition Climat Montréal, citoyenne de Rosemont-Petite-Patrie, donc qui est engagée dans la transition, qui essaie de contribuer à cette transition socio-écologique. Ce n'est pas tant une question, c'est plus en fait un commentaire. Puis, vous en avez parlé à la fois, Mme Briand, M. Girard, vous en avez parlé, de l'importance de l'éducation. C'est sûr que entre nous, quand on en parle, on se comprend tout ça, mais on se rend compte encore que les gens, vous en avez parlé, beaucoup de gens on commence à vivre l'éco-anxiété, puis sentent que la transition repose sur leurs épaules, alors que on sait très bien que ça passe aussi beaucoup par des actions collectives ou de mettre en place les solutions, comme M. Girard vous disiez si bien. S'il n'y a pas d'alternative, on n'a pas de transport en commun, c'est difficile de le prendre. Là, fait que, il faut les mettre en place, les solutions. Mais je crois que, donc, s'il n'y a pas une seule solution, là, mais je crois que l'axe de l'éducation, effectivement, c'est un axe important, puis de continuer d'informer les gens de façon aussi non culpabilisante, de pas, des fois, tu n'as pas le choix justement d'utiliser ta voiture, de faire ce travail plus d'éducation qui est vraiment non culpabilisante, mais de dire qu'il y a des solutions qui existent, des initiatives inspirantes qui existent, comme France en a parlé tantôt. Donc, souvent, on ne connaît pas suffisamment là, tout ce qui se fait qui est intéressant. Il y a plein d'initiatives à travers la province. Je pense qu'il faut se connecter sur ces initiatives-là, sur le positif de ce qui est en train de se mettre en marche, parce que si on écoute les nouvelles autrement, ça devient plutôt décourageant. Puis aussi, on a un défi pour comment, la transition, ça a l'air abstrait, ça a l'air à long terme, ça a l'air gros. Comment traduire ça concrètement pour les gens? Puis je trouve que l'axe de la santé, de la qualité de vie, c'est un bel axe de dire oui, la transition, on entend parler beaucoup de renoncement, et de parler des bénéfices pour la santé, pour la qualité de vie aussi. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis, docteur Anne-Sara Briand, vous avez parlé de l'importance de l'accès à la nature, puis ça m'a rappelé un souvenir. Puis moi, j'ai fait ma première année en France, puis chaque semaine, ils nous amenaient dans la forêt, les jeunes. Puis je me dis, là, je reviens d'une semaine en Gaspésie, j'ai fait de la randonnée, j'étais dans le bois, puis tu sais, quand tu vois la beauté
tu vois la beauté de la nature, tu as juste envie de la protéger, tu vois la beauté de ta planète. Et je trouve que ce serait un bel axe, justement, l'éducation, mais via les jeunes, de les amener là, en forêt là, chaque semaine, qu'ils soient vraiment, qu'il y ait cet accès-là, qu'ils découvrent, puis qu'ils apprennent à apprécier, puis à protéger la nature. En tout cas, ça serait une belle au-delà de la prescription, là, mais qui est quand même intéressante, là. Mais ça pourrait être une belle piste là, du côté de l'éducation. Voilà, donc c'est juste un petit commentaire, puis merci encore pour vos réflexions et vos présentations. Merci Selma. Oui, en effet, c'est vrai que un peu comme Jean-François a mentionné, des fois, je veux dire, le choix ou la possibilité de choisir des gens n'est pas la même, si on peut dire. Donc, culpabilisation individuelle, c'est parfois pas la tangente à prendre. Puis les initiatives plus collectives semblent être plus une avenue plus intéressante. Merci à tout le monde d'avoir participé ce midi. En particulier, évidemment, à Anne-Sara, Jean-François et Kim qui nous ont quittés déjà, mais c'était vraiment super de vous avoir avec nous et de pouvoir discuter comme ça. J'ai vraiment apprécié le format où c'est resté un peu intime, mais je pense que ça permet à tout le monde d'échanger et d'avoir une discussion super intéressante. Donc, encore une fois, merci à tous. Restez à l'affût. On va sûrement refaire des événements, des tables rondes dans ce style-là sur d'autres sujets. Puis, est-ce que tu voulais dire quelque chose, Anne-Sara? En fait, c'était pour savoir si on avait le droit à un petit mot de la fin là, pour wrapper ça. Ah, ben oui, je peux vous laisser faire un petit mot de la fin, évidemment. En gros, dernière façon en même temps de rebondir sur ce qui a été dit, c'est, je pense qu'on a rappelé l'importance de briser les silos, mais qu'il y a des compétences qu'on n'a pas encore puis qu'il faut travailler dans nos emplois respectifs puis d'essayer d'amener ce vent de fraîcheur-là, de sortir de nos professions, première chose. Puis la deuxième chose, c'est il y en a des leviers, ça va être difficile, on en a parlé à quel point ça va être difficile de les mettre en place. Fait que la communication climatique est beaucoup revenue, puis ça fait que j'avais envie de parler de mon équipe de recherche brièvement parce que le rôle qu'on essaie de répondre, la question, c'est d'outiller les communicateurs climatiques, puis comment faire pour que les gens s'engagent dans la lutte au changement climatique ou appuient les politiques. Puis ce qu'on voit, c'est premièrement, one size does not fit all. C'est sûr qu'il va falloir avoir des messages différents pour différents publics cibles, ça c'est de base, que les messages vont devoir être répétés. Mais de manière intéressante, pour rendre les changements climatiques personnellement pertinents, il y a des nouveaux outils de visualisation des changements climatiques. Ou rappel, par exemple, on a essayé le cadrage santé, voir si ça avait un effet, puis ça diminuait la distance psychologique de la santé, des changements climatiques. Fait que tout ça pour dire que ce que vous disiez, Selma, c'est vraiment en phase avec ce qu'on est en train de voir dans nos données. Fait que ça serait une approche à continuer à garder. Puis je mets dans le chat un livre que je suis en train de lire, que je trouve intéressant sur la santé dans l'Anthropocène, ça s'appelle, mais ce que vous venez de dire, d'amener les gens en nature, ce contact-là, comment ça peut contribuer à la sensibilisation, ça faisait partie d'un chapitre que je lisais hier soir, donc ces intuitions-là, je pense qu'il faut continuer à les suivre puis à travailler ensemble. Merci Anne-Sara. Si tu veux dire un petit mot en terminant, Jean-François? En ce qui me concerne, Anne-Sara sans rancune, tu as bien compris le personnage que j'ai joué, j'espère. Puis ne doutez pas, au contraire, là, de mon engagement. C'est une bataille de tous les instants dans laquelle on est engagé. Puis moi, je peux vous dire que je suis dans la tranchée, puis j'en ai des claques à la gueule, là, j'en reçois, j'en donne quelques-unes aussi. Je pense que c'est fondamental que nous agissions comme des vecteurs d'éducation et d'information parce que je peux vous dire qu'en dehors de nos cercles, là, il y a beaucoup d'incompréhension. Moi, mes adversaires, qui sont de bons avocats dans beaucoup de cas, mais qui pour eux, la considération sociale collective, ils ne la voient pas. Donc, c'est ça. C'est ces enjeux-là qu'il faut travailler au corps et au cœur de nos concitoyens, de leur faire comprendre qu'on est tous dans un seul bateau, puis ce bateau-là, il ne s'en va pas dans la bonne direction, mais que si on se met à ramer tous ensemble, on va peut-être arriver à un résultat probant et gagnant. Mais l'enjeu, il est là, c'est de se mettre à ramer dans la bonne direction. Alors, je vous souhaite à tous bonne continuation, puis au plaisir de se recroiser, soit dans les dossiers ou dans d'autres panels.
Merci beaucoup. Oui, merci à tous. À très bientôt, j'espère. Puis, bonne fin de journée. Merci à tous. Salutations. Salut. Merci. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Carl, Amal. Oui, je sais Ah pas. ouais, ben oui, c'est ça, faire un petit début rapidement. Et merci beaucoup, Anne-Sara. C'est super intéressant l'intervention. Puis je pense que ça a amené à une bonne discussion. La passion de Jean-François aussi était super. Il fallait un peu de passion, c'était vraiment cool. Ouais, mais un gros merci pour ça. C'était vraiment super. Oui. Je ne sais pas si vous aviez prévu des buffets ensemble, plus le côté technique. Ou... Non, ben c'était juste pour voir que tout était OK. Mais sinon, de votre côté, Mathieu, Amal, tout était Parfait. bon. Super. OK. Donc, simplement, je te recontacterai pour l'enregistrement, te le transmettre ou Ah ouais. ça doit être archivé au niveau de Coalition Climat. Je te recontacterai à ce niveau-là. Parfait. Donc, Amal, ton micro. Votre micro, Amal. Ah. Amal, nous On n'entendons n'entend pas. toujours pas Amal, ouais. Désolé, Amal, nous t'entendons pas. Bon. OK. On s'en reparlera, j'imagine. Salutations, docteur Anne-Sara. Merci également de votre participation. Pour ma part, en tout cas, mon seul feedback, c'est je pense que comme panéliste, j'ai trouvé ça quand même difficile de me préparer sans avoir tant de questions. Ou peut-être que pour une prochaine panel, j'aurais plus poussé pour qu'on essaie de s'entendre un peu plus. Je trouve que heureusement, comme mes collègues étaient bons pour patiner, mais c'est ça. Puis après ça nous aurait peut-être permis d'aligner plus nos messages. Mais en même temps, la discussion était super intéressante. C'était comme mon impression, mais j'ai trouvé ça le fun d'être invité puis de discuter. Puis les gens qui étaient là étaient intéressants. Peut-être pour rebondir sur votre suggestion, ce qu'on a fait dans certaines conférences précédentes, c'est qu'on avait un document cadre où on plaçait l'enjeu, les réponses, comment dire, les grands sujets sur lesquels on souhaiterait avoir une conclusion à la fin de la présentation. Puis après ça, les conférenciers pouvaient s'aligner sur le document cadre. On bâtissait le document cadre avec eux, donc ce serait peut-être, ça dépend toujours, mais dans un format qui est un peu plus libre, souvent ça donne plus d'originalité dans la progression de l'activité. C'est un choix. C'est ça, c'est sûr. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Mais oui, peut-être juste dans le fond, on s'est parlé la semaine dernière, c'était un peu, il restait pas beaucoup de temps, mais que si d'avoir ces deux grands axes, c'est comme bon, les constats, puis bon, après ça, qu'est-ce qu'on fait par la suite, d'avoir chacun qui partage comme son opinion par rapport à la suite, puis après ça, de mettre tout ça ensemble pour voir l'alignement, c'est vrai que ça aurait été juste. Mais Mathieu, on a fait un document cadre, c'était là, mais c'était des questions plus larges. Puis on a fait les trois pénalistes à se rencontrer ensemble. Oui, puis, parfait. Je pense que c'est moi qui n'ai pas tenu mon bout de la couverte à la dernière. Non, tu as bien fait, c'était parfait. C'était vraiment, tu as amené des belles choses, des belles perspectives que nous, comme citoyens, on n'avait pas. Maintenant, on les sait. Et maintenant, on va les promouvoir aussi. Ouais. C'est notre job dans ce contexte. Si vous avez des questions au niveau santé, bien, vous connaissez Claudel, mais à la QME, il y a toujours des gens avec la porte ouverte pour discuter des effets santé et changement climatique. Puis merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été vraiment apprécié. C'est vraiment apprécié, Sarah. OK. Bon succès dans vos initiatives futures. Merci, au revoir. Plaisir. Bon. Comment vous avez trouvé? Moi, j'ai bien aimé, je trouve. Ouais. Très bien. C'était naïf, c'était pas très préparé, c'était ça qui est l'enjeu. Mais ça faisait authentique, je trouvais, là. À la limite. Je pense qu'ils se sont exprimés un peu plus de Jean-François, avec un peu plus de cœur, c'était bien. Puis ça faisait, il y a même eu le temps pour que des participants posent des questions, ça c'était super. Moi, ça a fait comme un peu une discussion un peu plus intime, proche. Ce qui est bien des fois parce que comme les webinaires très informels, les gens en ont fait des tas là, durant la pandémie. Fait que de savoir que ça va être un peu plus informel, que les gens vont pouvoir poser des questions directement, des fois, ça peut allumer certaines personnes à participer. Mais bref, moi, je pense que c'était quand même intéressant. OK, tout à fait. Mais je suis d'accord que pour préparation, c'est ce qu'on s'est entendu un peu tard sur le format exact.
Puis juste d'aligner peut-être les perspectives, ça aurait pu être peut-être qu'il y aurait eu un peu moins de overlap, disons, parce que c'est vrai que, mettons, là, Anne-Sara parle de biologie, mais Kim aussi, puis tout ça. Ça aurait pu être un petit peu moins d'overlap, mais sinon, en général, je pense que c'était intéressant pour ceux qui ont participé. OK. Mathieu, pour l'enregistrement, tu peux le mettre dans biodiversité et santé, parce que si Carl n'a rien à faire d'ajustement là-dedans, on le récupère de là, puis Jean-François va le prendre et l'afficher sur le site. Très bien. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer.